Bonjour, je m'appelle Carlos, et aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qui m'a empêché de dormir pendant plusieurs nuits. Il s'agit d'événements qui se sont produits il y a 25 ans dans les montagnes des Alpes françaises, et d'une découverte récente qui a changé tout ce que nous pensions savoir sur la disparition de la famille Moreau. Si vous aimez les mystères réels et les histoires qui vous font tout remettre en question, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais révéler est absolument troublant. Oh mon Dieu, quand j'ai découvert les détails de cette histoire, mon cœur s'est serré. En décembre 1999, la famille Moreau est partie pour une randonnée de week-end dans les montagnes, près de Chamonix. Ils étaient 5 personnes. Pierre Moreau, 42 ans, professeur d'histoire, sa femme Élise, 39 ans, infirmière dévouée, et leurs 3 enfants, Sophie, âgée de 16 ans, Julien de 13 ans, et la petite Camille, de seulement 8 ans. Ils étaient connus dans la communauté comme une famille unie, religieuse, qui ne manquerait jamais un dimanche à l'église. L'odeur de pain frais qui venait toujours de leur boulangerie préférée, la boulangerie du coin, resterait à jamais associée aux derniers souvenirs heureux que les gens avaient d'eux. Ce samedi matin, 18 décembre, des témoins les ont vus charger des sacs à dos colorés, avec la petite Camille portant un bonnet rouge vif que sa grand-mère avait tricoté. Le son de leur rire résonnait dans la rue alors qu'ils montaient dans la voiture familiale, une Peugeot bleue, délavée. Personne ne pouvait imaginer que ce serait la dernière fois que quelqu'un les verrait vivants. L'histoire officielle a toujours été simple, presque trop commode. Les autorités ont déclaré que la famille s'était probablement perdue lors d'une tempête de neige inattendue qui a frappé la région cet après-midi-là. Des recherches extensives ont été menées pendant des semaines. Des hélicoptères survolaient les montagnes. Des équipes de secours avec des chiens renifleurs parcouraient chaque sentier connu. Des volontaires de la ville fouillaient les ravins et les vallées. L'hiver 1999 a été particulièrement brutal, avec des températures descendant à moins 20 degrés Celsius. La neige s'accumulait sur des mètres de hauteur, transformant le paysage en un désert blanc et impitoyable. Après 3 mois de recherches infructueuses, en mars 2000, l'affaire a été officiellement classée comme une tragédie de la nature, 5 vies perdues face à la montagne implacable. Mais il y avait des murmures, il y a toujours eu des murmures dans la ville. La grand-mère de Camille, Madame Geneviève, n'a jamais accepté cette explication. Elle disait que Pierre connaissait ces montagnes comme sa poche, qu'il avait grandi en faisant des randonnées là-bas, qu'il était impossible qu'il se perde. L'arôme de lavande qui émanait toujours de son petit appartement se mélangeait à ses larmes alors qu'elle répétait, semaine après semaine, année après année, que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait plus dans cette histoire. 25 ans se sont écoulés. La ville a continué comme les villes le font toujours. De nouvelles familles ont emménagé dans la maison des Moreau. La boulangerie a changé de propriétaire 3 fois. Les enfants qui jouaient avec Sophie, Julien et Camille avaient maintenant leurs propres enfants. Madame Geneviève est décédée en 2018, emportant avec elle ses soupçons non résolus et son cœur brisé. L'affaire Moreau est devenue une légende locale, une histoire d'avertissement racontée pour décourager les randonnées imprudentes en hiver. Mais alors, en octobre 2024, un randonneur nommé Thomas Beaumont a fait une découverte qui allait rouvrir cette affaire d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Thomas, 34 ans, était un photographe de nature qui s'était installé dans la région 6 mois auparavant, cherchant l'inspiration et la tranquillité après un divorce difficile. Il ne connaissait pas l'histoire des Moreau. Il n'avait aucune idée du mystère qu'il était sur le point de dévoiler. Ce matin d'octobre, l'air était frais et pur, avec cette odeur caractéristique de pin et de terre humide après la pluie de la nuit précédente. Thomas avait décidé d'explorer une zone moins connue des montagnes, en suivant un ruisseau qui n'était marqué sur aucune carte touristique. Le son de l'eau coulant sur des pierres lisses était hypnotisant, et il s'est arrêté plusieurs fois pour photographier la lumière du soleil filtrant à travers les arbres, créant des motifs dorés sur le sol de la forêt. C'est alors qu'il a vu quelque chose d'étrange. Entre les arbres denses, partiellement cachés par la végétation qui avait poussé au fil des décennies,
Il y avait une structure. Ce n'était pas un refuge de montagne ordinaire. C'était quelque chose de plus délibérément caché. Thomas a senti son cœur s'accélérer en s'approchant, l'herbe mouillée sous ses pieds faisant un son étouffé. La structure était faite de bois noirci par le temps et partiellement couverte de mousse et de vigne. Elle n'avait qu'une petite fenêtre, couverte de l'intérieur par ce qui semblait être du papier ou du tissu. La porte était entr'ouverte, grinçant légèrement avec la brise. « Je ne peux pas croire ça », pensa Thomas, sa respiration devenant plus rapide. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cet endroit, une sensation qu'il ne devrait pas être là, que certains secrets devraient rester enterrés. Mais la curiosité, cette force irrésistible qui nous pousse vers l'inconnu, était plus forte que la peur. Il a poussé la porte, qui a gémi en signe de protestation, et est entré dans l'obscurité humide. L'odeur qui l'a frappé était nauséabonde, un mélange de moisissures, de bois pourri et de quelque chose de plus, quelque chose d'organique et de troublant qu'il ne pouvait pas complètement identifier. Quand ses yeux se sont ajustés à la pénombre, il a vu que la cabane était plus grande à l'intérieur qu'elle ne le paraissait de l'extérieur, avec un petit couloir menant à 2 pièces séparées. Les murs étaient couverts de papier peint ancien, se décollant en longues bandes. Mais ce n'était pas ce qui a fait reculer Thomas en titubant, sa caméra manquant presque de tomber de ses mains tremblantes. C'était ce qui était écrit sur les murs, des centaines, peut-être des milliers de phrases écrites à la main, certaines à l'encre noire déjà décolorée, d'autres gravées directement dans le bois, d'autres encore écrites avec ce qui semblait être du sang séché. « Nous ne pouvons pas sortir », disait l'une. « Ils nous observent », disait une autre. « S'il vous plaît, Dieu, aidez-nous » était griffonné près du sol, avec l'écriture d'un enfant. Thomas a senti la bile monter dans sa gorge. Ses mains tremblaient alors qu'il prenait son téléphone pour prendre des photos. Mais il n'y avait pas de signal là. Si profondément dans la forêt, il s'est forcé à continuer l'exploration, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Dans la première pièce, il y avait 5 matelas minces sur le sol, tachés et déchirés. Des couvertures pourries étaient entassées dans les coins. Il y avait des assiettes en métal rouillé, certaines avec encore des restes de nourriture pétrifiée. Et puis il a vu, accroché à un crochet sur le mur, un bonnet rouge vif, décoloré par le temps, mais encore reconnaissable, tricoté à la main, avec un petit pompon sur le dessus. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» murmura Thomas pour lui-même, sa voix se brisant. Dans la deuxième pièce, plus petite et plus sombre, il y avait une table improvisée, faite de vieilles caisses. Sur celle-ci, des documents. Thomas s'est approché avec des pas hésitants, le plancher de bois grinçant sous ses pieds. C'étaient des pages d'un journal intime, écrites avec une écriture serrée et désespérée. La première entrée était datée du 19 décembre 1999, un jour après la disparition. Pierre Moreau avait écrit « Nous avons réussi à lui échapper pour l'instant. Nous avons trouvé cette cabane abandonnée. Les enfants sont effrayés. Élise essaie de les garder calmes. Nous ne pouvons pas retourner sur le sentier principal. Ils nous trouveraient. Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai fait, mais nous n'avions pas le choix. » Thomas a feuilleté les pages avec des doigts tremblants. L'histoire qui se déroulait était plus terrifiante que n'importe quelle fiction. Pierre écrivait à propos d'un homme qu'ils avaient rencontré sur le sentier qui au début semblait amical, offrant de l'aide quand il a commencé à neiger. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, quelque chose dans ses yeux qui a fait ressentir à Pierre une peur primitive. Quand l'homme a suggéré qu'il le suive jusqu'à un abri qu'il connaissait, Pierre a remarqué le couteau caché dans son manteau. Ils ont couru, se séparant dans la forêt dense, la neige tombant si fort qu'ils pouvaient à peine voir à quelques mètres devant eux. Ils se sont réunis par miracle dans cette cabane, qui semblait avoir été abandonnée depuis des années. Les entrées suivantes décrivaient des jours de terreur. L'homme les cherchait, il pouvait l'entendre parfois, sifflant une mélodie troublante entre les arbres. Pierre a essayé de sortir pour chercher de l'aide plusieurs fois, mais devait toujours revenir, craignant d'être vu. La nourriture qu'ils avaient apportée pour le week-end s'épuisait. Élise rationnait chaque morceau de pain, chaque barre de chocolat. Les enfants pleuraient doucement la nuit,
essayant de ne pas faire de bruit. Sophie, l'aînée, a également écrit quelques entrées. Son écriture jeune et tremblante décrivait le froid qui pénétrait jusqu'aux os, la peur constante, comment sa petite sœur Camille avait complètement cessé de parler le 3e jour. « J'ai tellement peur », écrivait Sophie. « Maman dit que nous allons bien aller, mais je vois le désespoir dans ses yeux. Papa n'a pas dormi depuis des jours. Il monte la garde à la porte avec une planche de bois comme arme. Julien écrit des messages pour grand-mère sur les murs, lui disant qu'il l'aime. Camille serre juste son bonnet rouge et regarde dans le vide. Je ne sais pas si nous sortirons d'ici vivants. » Thomas a dû arrêter de lire, des larmes brouillant sa vision. Il s'est appuyé contre le mur, sentant le poids écrasant de ce qu'il découvrait. Cette famille n'est pas morte dans la tempête de neige. Ils ont survécu, au moins pendant un certain temps, piégés dans cette cabane par la peur d'un prédateur humain. La dernière entrée du journal datait du 8 janvier 2000. 3 semaines après la disparition. L'écriture de Pierre était presque illisible, les mots à peine formés. Élise est très faible. Nous n'avons pas mangé depuis 4 jours. Les enfants dorment de plus en plus. Le froid est insupportable. Je ne l'entends plus dehors depuis 2 jours. Peut-être est-il parti, peut-être est-ce un piège. Je vais essayer de chercher de l'aide à l'aube. Si quelqu'un trouve ceci, s'il vous plaît, sachez que nous avons lutté. Nous aimions nos enfants plus que tout. Dites à ma mère que je suis désolé. Dites-lui que nous avons essayé. Et puis plus rien. Les pages suivantes étaient vierges. Thomas est sorti de la cabane en titubant. L'air frais de la forêt n'avait jamais semblé si nécessaire. Il a vomi derrière un arbre, son corps tremblant de manière incontrôlable. Quand il a pu se ressaisir suffisamment, il a marqué l'emplacement sur son GPS et a couru vers la ville, trébuchant sur des racines et des pierres, ses poumons brûlants, mais incapable de s'arrêter jusqu'à ce qu'il atteigne la civilisation. La police a été notifiée immédiatement. Une équipe médico-légale a été envoyée à la cabane le lendemain. Ce qu'ils ont trouvé a confirmé les pires craintes. Dans le petit sous-sol que Thomas n'avait pas découvert, accessible uniquement par une trappe cachée sous l'un des matelas, se trouvaient 5 corps, préservés par le froid extrême des hivers de montagne et par la sécheresse de l'été, dans un état de momification naturelle. Pierre, Élise, Sophie, Julien et Camille Moreau, enlacés les uns aux autres dans un dernier acte d'amour familial. L'autopsie révélerait qu'ils sont morts d'hypothermie et de malnutrition, probablement à la fin janvier 2000. Pierre avait essayé de sortir pour chercher de l'aide, comme son journal l'indiquait, mais son corps a été trouvé à seulement 200 mètres de la cabane, tombé dans la neige, gelé alors qu'il tentait d'atteindre le sentier principal. Il n'y est jamais parvenu. Les enquêtes qui ont suivi ont secoué la petite ville jusqu'à ses fondations. Qui était l'homme qui les a poursuivis? Pourquoi la recherche originale n'a-t-elle pas trouvé la cabane? Comment une famille entière a-t-elle pu être si proche et pourtant si perdue? La réponse à la deuxième question était troublante dans sa simplicité. La cabane se trouvait sur une propriété privée, aux limites extérieures de la zone de recherche originale. Le propriétaire de la propriété en 1999 était un homme nommé Marcel Fontaine, un ermite qui allait rarement en ville. Lorsque les équipes de recherche ont demandé la permission de fouiller sa terre, il a refusé, alléguant qu'il connaissait chaque centimètre de sa propriété et qu'il n'y avait personne là-bas. Les autorités, déjà surchargées et faisant face à des conditions climatiques impossibles, n'ont pas insisté. Marcel Fontaine était décédé en 2003 et la propriété est passée par plusieurs propriétaires depuis lors, restant en grande partie inexplorée jusqu'à ce que Thomas tombe dessus par hasard. Mais la première question était encore plus sinistre. Qui a terrorisé la famille Moreau? Les enquêteurs ont plongé dans les archives anciennes, interrogé les anciens résidents, cherché des schémas. Et ils ont trouvé quelque chose qui a glacé le sang de tous. En 1997, 2 ans avant la disparition des Moreau, un couple de touristes allemands avait signalé avoir été poursuivi par un homme étrange dans les mêmes montagnes. Ils ont réussi à s'échapper et ont déposé un rapport de police décrivant un homme d'âge moyen, grand, avec une barbe grisonnante et des yeux qu'ils ont décrits comme vides. La police a enquêté superficiellement, mais sans preuve concrète de crime.
l'affaire a été classée. En 2002, 3 ans après les Moreau, une femme a disparu dans les mêmes montagnes. Son corps n'a jamais été retrouvé. En 2005, une autre disparition. Et une autre en 2008. Toutes classées comme des accidents de montagne, des personnes qui se sont aventurées trop loin et ont payé le prix ultime. Mais maintenant, avec la découverte de la cabane et du journal des Moreau, tout semblait connecté. Il y avait un prédateur dans ces montagnes, quelqu'un qui connaissait chaque sentier, chaque cachette, quelqu'un qui chassait les gens pour le sport ou pour une compulsion maladive que personne ne pouvait complètement comprendre. La recherche de cet homme est devenue une priorité absolue. Des profils psychologiques ont été créés, des spécialistes des crimes en série ont été consultés. Mais des décennies s'étaient écoulées, et si le prédateur était encore en vie, il aurait maintenant plus de 70 ans. Des caméras de sentiers ont été installées dans toute la région montagneuse. Les patrouilles ont été intensifiées. La communauté était en état de choc, revivant un traumatisme qu'elle pensait avoir enterré il y a 25 ans. J'ai rencontré Thomas Beaumont 3 mois après sa découverte. Il a accepté de me parler dans un petit café à Chamonix, loin des montagnes qui le hantaient maintenant. L'odeur d'expresso fort imprégnait l'air alors qu'il me racontait, d'une voix basse et les yeux distants, ce jour d'octobre. « Je ne peux pas sortir ça de ma tête », m'a-t-il dit, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tenait la tasse. Le bonnet rouge, les messages sur les murs, le désespoir dans ses mots. Ils étaient si près d'être sauvés, Carlos, si près. Si les recherches avaient été plus complètes, si quelqu'un avait insisté pour fouiller cette propriété, si le climat n'avait pas été si brutal, cette famille serait en vie aujourd'hui. Sophie aurait 41 ans. Probablement avec sa propre famille. Julien aurait 38 ans. Camille aurait 33 ans. Mais au lieu de cela, ils sont morts enlacés dans un sous-sol sombre, abandonnés par le monde qui aurait dû les protéger. L'histoire des Moreau s'est répandue en France puis internationalement. Des documentaires ont été réalisés, des podcasts ont consacré des épisodes entiers à l'affaire. La cabane a été préservée comme preuve, mais serait finalement démolie, considérée comme trop troublante pour rester debout. Mais avant cela, les familles des autres personnes disparues dans les montagnes au fil des ans ont demandé à la visiter, cherchant une sorte de clôture, une connexion avec leurs proches perdus. Marie Dubois, sœur d'une des femmes disparues en 2002, m'a dit que lorsqu'elle est entrée dans cette cabane, elle a ressenti une tristesse écrasante, mais aussi une étrange sensation de paix. Au moins, maintenant nous savons que ce n'était pas leur faute, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. Pendant des années, je me suis demandé si ma sœur avait été imprudente, si elle avait fait quelque chose de mal. Mais non, il y avait un monstre dans ces montagnes, et elle en a été victime, tout comme les Moreau. Ce n'était pas sa faute. Et au milieu de toute cette obscurité, il y avait des moments de beauté humaine qui me faisaient croire que tout n'était pas perdu. La ville de Chamonix a créé un mémorial pour la famille Moreau et toutes les autres victimes des montagnes. 5 arbres ont été plantés dans un parc, chacun avec une plaque portant le nom d'un membre de la famille. Chaque année, à l'anniversaire de la disparition, la communauté se rassemble là, allumant des bougies, partageant des souvenirs, promettant de ne jamais oublier. Mais la question qui hantait tout le monde demeurait. Qui était l'homme? La réponse viendrait d'un endroit inattendu. En février 2025, 4 mois après la découverte de Thomas, un homme âgé nommé Antoine Mercier, 68 ans, résident d'une maison de retraite à Lyon, a regardé un documentaire sur l'affaire à la télévision communautaire. Quelque chose a cliqué dans sa mémoire fragmentée. Il a appelé une infirmière et d'une voix tremblante a dit qu'il devait parler à la police, qu'il avait des informations sur les montagnes de Chamonix, qu'il connaissait un homme. Les enquêteurs étaient sceptiques au début. Les personnes âgées dans les maisons de retraite confondent souvent les souvenirs ou cherchent l'attention. Mais quand Antoine a commencé à parler, décrivant des détails qui n'avaient jamais été rendus publics, ils ont réalisé qu'il disait la vérité. Antoine avait travaillé comme garde forestier dans les montagnes de Chamonix de 1985 à 1998, quand il a pris sa retraite pour des problèmes de santé. Pendant ces années, il a connu un homme nommé Luc Garnier, qui vivait seul dans une cabane profondément dans la forêt.
Luc était un vétéran de la guerre d'Algérie, traumatisé et perturbé, qui s'était isolé de la société au début des années 1970. Antoine rendait visite à Luc occasionnellement, apportant des provisions, essayant de maintenir un certain contact humain avec l'ermite. Mais au fil des ans, Antoine a remarqué des changements troublants chez Luc. Il a commencé à parler de gens envahissant son territoire, de la nécessité de protéger ses montagnes. Ses yeux, autrefois seulement tristes, sont devenus vides, presque inhumains. Antoine a essayé de le convaincre de chercher de l'aide, mais Luc refusait violemment toute suggestion de quitter les montagnes. En 1997, Antoine a trouvé des pièges cruels dispersés dans la forêt, conçus non pas pour les animaux, mais clairement pour les personnes. Quand il a confronté Luc à ce sujet, l'ermite est devenu furieux, expulsant Antoine de sa propriété et menaçant de le tuer s'il revenait ou en parlait à quelqu'un. Antoine, honteux et effrayé, n'a jamais signalé l'incident. Il a pris sa retraite l'année suivante et a essayé d'oublier. Mais maintenant, des décennies plus tard, voyant les photos de la famille Moreau à la télévision, voyant la souffrance que son silence a pu causer, il ne pouvait plus vivre avec la culpabilité. La police a suivi les informations d'Antoine. Les archives anciennes ont confirmé l'existence de Luc Garnier, vétéran, né en 1945, disparu des registres officiels en 1972. Sa cabane originale a été localisée à seulement 3 kilomètres de la cabane où les Moreau sont morts. Elle était abandonnée depuis des années, mais à l'intérieur, ils ont trouvé des preuves troublantes, des trophées, des objets personnels de plusieurs personnes. Une carte d'identité appartenant à l'une des victimes disparues, des photographies de personnes dans la forêt, prises de loin, sans qu'elles sachent qu'elles étaient observées. Un journal intime propre, mais celui-ci était très différent du journal désespéré de Pierre Moreau. Les entrées de Luc étaient froides, cliniques, décrivant les gens comme des envahisseurs, des parasites qui devaient être éliminés de ces montagnes. Il écrivait sur les poursuivre, sur le plaisir de les voir effrayés, sur comment la forêt l'aidait toujours à les cacher après. La dernière entrée datait de mars 2009, il y a 15 ans. Après cela, rien. Luc Garnier, s'il était encore en vie, aurait maintenant 80 ans. Des recherches intensives ont été menées, mais aucune trace de lui n'a été trouvée. Il est possible qu'il soit mort dans les montagnes qu'il aimait et protégeait si violemment, son corps consumé par la nature. Ou peut-être s'est-il déplacé, a trouvé d'autres montagnes, d'autres territoires à patrouiller. La vérité est que nous ne saurons peut-être jamais. Et cela, d'une certaine manière, est le plus terrifiant de tout, la possibilité qu'il soit encore là-bas, quelque part, une ombre entre les arbres. Antoine Mercier est décédé 3 semaines après avoir donné son témoignage, comme si finalement libérer ce secret lui avait permis de se reposer. Lors de ses funérailles, petites et discrètes, il y avait une couronne de fleurs envoyée anonymement avec une carte qui disait simplement « Merci d'avoir finalement parlé ». On pense qu'elle venait de l'un des membres de la famille des victimes. Quant à Thomas Beaumont, il n'est jamais retourné dans ces montagnes. Il a déménagé sur la côte, dans un endroit où il pouvait voir l'horizon, où il n'y avait pas d'arbres cachant des secrets ou d'ombres qui pourraient être quelque chose de plus. Mais il m'a dit, lors de notre dernière conversation, qu'il rêve encore de cette cabane, du bonnet rouge, des mots gravés sur les murs. « S'il vous plaît, Dieu, aidez-nous. Parfois je me réveille au milieu de la nuit, a-t-il confessé. Et je peux jurer que j'entends une mélodie être sifflée dehors, entre les arbres qui n'existent plus autour de moi. Je sais que c'est mon esprit qui me joue des tours, mais la peur est réelle. Le traumatisme est réel. Cette famille est morte il y a 25 ans, mais leur histoire continue de tuer, de différentes manières, tous ceux qui la touchent. La ville de Chamonix a changé après ces événements. Les montagnes, autrefois considérées comme belles mais dangereuses seulement par leur nature, portaient maintenant une obscurité différente. Le tourisme a considérablement chuté. Les randonnées solitaires sont devenues rares. Les groupes de randonnée exigent maintenant des vérifications rigoureuses, des systèmes de suivi GPS, des enregistrements réguliers. Les montagnes sont patrouillées en permanence, mais il y a toujours une sensation,
surtout quand le soleil commence à se coucher et que les ombres s'allongent entre les pins, que quelque chose observe, que toutes les menaces n'ont pas été éliminées. J'ai visité le mémorial des Moreau par un après-midi d'avril, 6 mois après la découverte. L'odeur de fleurs fraîches imprégnait l'air, mélangée à l'arôme d'herbes fraîchement coupées. Les 5 arbres étaient en fleurs, leurs jeunes feuilles brillant d'un vert vibrant. Il y avait des bougies allumées, quelques messages laissés par les visiteurs. L'un d'eux, écrit avec l'écriture soignée d'un enfant, disait « Pour Camille, j'espère que tu joues au ciel maintenant. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Tu n'étais qu'une petite fille. Ce n'était pas juste. » Je suis resté là longtemps, écoutant le son lointain des oiseaux, le vent doux dans les arbres, et j'ai pensé à quel point la vie est fragile, comment un seul moment, une seule décision peut tout changer. Si la famille Moreau avait choisi un week-end différent, un sentier différent, s'ils étaient sortis 1 heure plus tôt ou plus tard, ils seraient en vie aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas vivre nos vies dans les « et si ». Nous ne pouvons vivre qu'avec ce qui est, avec ce qui s'est passé, et essayer de trouver un sens dans le chaos. L'histoire de la famille Moreau n'a pas de fin heureuse. Il n'y a pas de rédemption, pas de véritable justice. Ils sont morts effrayés, seuls, abandonnés par le monde. Mais leur histoire sert de rappel. Que le mal existe parfois, pas sous des formes évidentes, mais caché dans les ombres, attendant. Que nous devons prendre soin les uns des autres, être vigilants, ne pas ignorer les signes de danger ou écarter les préoccupations trop rapidement. Que chaque vie compte, chaque personne disparue mérite d'être recherchée avec toute la diligence possible. Et peut-être, juste peut-être, l'histoire sert aussi de tribut à la force de cette famille. Pierre qui a essayé jusqu'à son dernier souffle de protéger ses proches. Élise, qui a gardé ses enfants calmes et pleins d'espoir, même quand l'espoir semblait impossible. Sophie, Julien et Camille, qui ont fait face à l'impensable avec le courage que seuls les enfants innocents possèdent. Ils ne sont pas morts immédiatement dans la tempête de neige. Ils ont lutté, ils ont survécu des semaines dans des conditions impossibles. Ils sont restés ensemble, une unité familiale incassable jusqu'à la fin. Il y a de la force en cela. Une force qui mérite d'être rappelée et honorée. Aujourd'hui, quand les randonneurs passent par ces montagnes, beaucoup font une pause, regardent la forêt dense et murmurent une prière silencieuse pour la famille Moreau, pour toutes les âmes perdues dans ces montagnes, pour la protection contre les dangers qui peuvent se tapir, tant naturels qu'humains. Et la nuit, quand le vent souffle à travers les vallées, certaines personnes jurent qu'elles peuvent entendre des échos. Des rires d'enfants, une mélodie sifflée, des murmures entre les arbres. Ce ne sont que des tours de l'esprit, diraient les sceptiques. Mais ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui ressentent le poids de ce qui s'est passé, n'en sont pas si sûrs. Ô mon Dieu, quand je pense à tout ce que cette famille a traversé, mon cœur se brise. Je ne peux pas croire que pendant 25 ans, ils étaient là, si proches, leurs derniers mots écrits sur les murs d'une cabane oubliée, attendant que quelqu'un les trouve. Et maintenant, ils ont été trouvés, mais trop tard pour les sauver, juste à temps pour les honorer. Cette histoire nous montre que parfois, les monstres les plus terrifiants ne sont pas des créatures de légende ou de films d'horreur, mais des êtres humains qui ont perdu leur humanité, qui sont devenus des prédateurs dans les ombres. Elle nous montre que nous devons toujours être vigilants, prendre soin les uns des autres, ne jamais abandonner la recherche de ceux qui se sont perdus. Et elle nous montre par-dessus tout que l'amour familial est la force la plus puissante qui existe. Même face à la mort, même dans le froid brutal et l'obscurité absolue, la famille Moreau est restée unie. Ils sont morts ensemble, enlacés, et en cela, il y a une beauté tragique qui transcende l'horreur de leur situation. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait réfléchir sur la fragilité de la vie et l'importance de valoriser chaque moment avec ceux que vous aimez, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus d'histoires qui vous font penser, qui vous font ressentir, qui vous rappellent que nous sommes tous connectés dans notre humanité partagée. Laissez dans les commentaires, avez-vous déjà eu une expérience effrayante dans la nature ? Croyez-vous qu'il y a des endroits qui portent l'énergie des tragédies qui s'y sont produites?
Partagez votre histoire. Créons une communauté où nous pouvons nous soutenir mutuellement et garder vivante la mémoire de ceux que nous avons perdus. Rappelez-vous toujours, la vie est précieuse et imprévisible. Embrassez vos proches. Dites-leur que vous les aimez. Ne laissez pas de mots non dits ou de moments non vécus, parce que nous ne savons jamais quand ce sera la dernière fois. La famille Moreau nous a appris cela de la manière la plus douloureuse possible. Honorons leur mémoire en vivant pleinement, en aimant complètement et en n'abandonnant jamais les uns les autres. Et vous, qui regardez maintenant, en quoi croyez-vous le plus? Que le mal est quelque chose avec lequel certaines personnes naissent, ou qu'il est créé par les circonstances et les traumatismes de la vie? C'est une question qui n'a pas de réponse facile, mais qui vaut la peine d'être contemplée. Jusqu'à la prochaine histoire, mes amis. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, et ne sous-estimez jamais les ombres entre les arbres. Certaines d'entre elles pourraient simplement attendre. Ceci était l'histoire de la famille Moreau, une tragédie qui est restée cachée pendant 25 ans jusqu'à ce qu'un photographe curieux trébuche sur une cabane qui n'aurait jamais dû exister. Que leurs âmes reposent en paix et que nous n'oublions jamais les leçons que leurs morts nous ont enseignées. Merci d'être ici avec moi dans ce voyage sombre. Plus d'histoires apparaissent sur votre écran maintenant. À bientôt et restez en sécurité.